Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui vous allez entendre 3 histoires vraies qui sont difficiles à expliquer et je tiens à vous rappeler que si vous avez des histoires que vous aimeriez partager, vous pouvez m'envoyer un email. Passons à la première histoire. J'ai grandi dans une famille qui vénérait la nature. Dès notre plus jeune âge, mes frères et moi avons été encouragés à nous dépasser physiquement et à être prêts à tout, ce qui m'a conduit à une carrière de garde forestier. Lorsque j'ai eu une vingtaine d'années, je travaillais dans le parc national Arctic Gateway en Alaska. J'avais vraiment besoin d'augmenter mon endurance et de surmonter des conditions difficiles. Je voulais également devenir garde forestier spécialiste de l'escalade et j'ai donc mis au point un programme d'entraînement. Un jour, je faisais une randonnée en solitaire dans les montagnes. La température était d'environ 15 degrés et un orage violent s'était déclenché. Les vents soufflaient à 35 mph et un voile blanc menaçait. Il se faisait tard et la visibilité était très mauvaise. J'étais sûr d'être la seule personne assez folle pour se trouver sur la montagne dans ces conditions. Mais ce genre de choses m'excitait vraiment et je voulais vraiment devenir un jour chef d'expédition d'alpinisme. Je ne connaissais pas très bien toute la région, une grande partie de l'endroit m'était inconnue. J'ai exploré la région à l'aide d'une carte et j'ai trouvé un campement convenable sur le col. Il y avait un terrain plus plat et quelques balises crêtes qui devraient offrir une bonne protection contre les avalanches. Je me concentrais sur mon GPS lorsque j'ai trouvé l'une des crêtes. Je me suis rendu compte que j'approchais du camping que j'avais choisi. Je regardais vers un endroit isolé entre les crêtes quand soudain j'ai entendu un étrange grondement. Cela m'a complètement déstabilisé. Je ne m'attendais pas à entendre une autre créature à ce moment-là. Je me suis immédiatement figé. Mon esprit a cherché une explication, mais je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est certainement pas un humain. Un renne, cela ressemblait-il à un renne? Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui vivent dans cet environnement hostile. Je me suis alors rendu compte que je n'étais pas très loin de la zone où les bœufs musqués ont l'habitude d'errer. Je ne voulais pas vraiment que ce soit un bœuf musqué. Il s'élance sur les gens qui s'approchent trop près et j'ai déterminé, d'après le son, qu'il était à environ 20-30 mètres de moi. Le vent soufflant de différentes directions autour du col était désorientant et j'ai essayé de regarder dans toutes les directions, mais je n'arrivais pas à déterminer d'où venait le son. C'est alors que je l'ai entendu à nouveau. C'était un hurlement étrange et grave que je n'avais jamais entendu auparavant. Ce n'était certainement pas un renne. J'ai continué à penser qu'il s'agissait d'un son venu d'ailleurs. La partie rationnelle de mon esprit pensait qu'il s'agissait d'un bœuf musqué. C'était la réponse la plus probable, cette fois-ci. Je connaissais la direction du son lorsque je l'ai entendu et il venait directement d'un endroit isolé entre les crêtes et je me tenais au sommet d'une crête. Je me sentais très vulnérable. Si un bœuf musqué se jetait sur moi, je ne pourrais pas le distancer et je n'avais nulle part où courir. J'ai envisagé de courir aussi vite que possible dans la direction opposée au bruit, mais je me suis dit que si je pouvais monter ma tente à temps, je serais probablement en sécurité. Je me suis éloigné de l'endroit où j'avais entendu le grondement, mais j'ai continué à regarder autour de moi et une véritable paranoïa s'est installée derrière moi. J'ai trouvé un endroit plat où le vent était moins fort et j'en ai fait le tour pendant quelques secondes. J'ai déposé mon sac à dos et mon équipement et je me suis retourné vers l'endroit où j'avais entendu le bruit à travers la congère. Je ne pouvais pas dire exactement ce que je voyais, mais j'ai vu une grande ombre, mais elle était faible et je ne pouvais pas dire si elle bougeait ou si c'était la neige et le vent. J'ai regardé fixement la congère pendant environ 20 secondes, mais je ne savais pas si un énorme animal m'observait ou non. J'ai décidé que la meilleure solution était de rentrer rapidement dans la tente. Au moins, je pourrais entrer à l'intérieur et être à l'abri des regards. Je n'arrêtais pas de regarder l'ombre pour voir si elle avait disparu, mais chaque fois que je regardais, elle était toujours là. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais désorienté, mon cerveau tournait en rond. S'agissait-il d'un bœuf musqué? Est-ce que c'est un rocher? Une fois la tente montée, j'y ai installé mes affaires et je l'ai fermée pour me sentir à l'abri. Mais les bruits que le vent faisait avec le tissu de la tente étaient insensés. Il était difficile de dire si j'entendais les pas d'un animal lourd, si c'était la tente qui battait ou quelque chose d'autre.
Puis j'ai cru entendre le bruit de la respiration d'un gros animal, une respiration proche de la tente. Je me suis glissé dans mon sac de couchage et j'ai mis ma pelle et ma hache à côté de moi, au cas où. C'est alors que j'ai entendu un cri aigu. C'était comme un cri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait que je regarde dehors. Cette fois, j'étais assez près pour le voir et j'ai été instantanément pétrifié. Il était énorme et droit, mesurant probablement 2,5 mètres de haut, puissamment bâti et couvert de poils sombres et hirsutes. Sa tête était une tête de singe avec des sourcils prononcés. Il a levé les yeux vers le ciel et a hurlé à nouveau. Ma réaction était si incontrôlable que mon cœur s'est emballé. Je n'arrivais pas à maîtriser ma peur et je ne pensais qu'à Bigfoot. Je me suis mis en boule dans mon sac de couchage et j'ai couvert ma tête de mes mains. C'était tout ce que je pouvais faire. Je me suis sentie impuissante et je suis restée ainsi toute la nuit, espérant et priant pour qu'il ne rentre pas à l'intérieur. À l'aube, j'ai enfin regardé dehors et je n'ai entendu que le silence. J'ai fait mes bagages et je suis sorti, mais sur le chemin du retour, je tremblais violemment. Cette réunion a définitivement entamé ma confiance, mais j'ai persévéré et je suis resté dans l'entreprise. Aujourd'hui, je me trouve dans un parc national en Californie. J'ai besoin d'un peu de temps avant de m'aventurer à nouveau aussi loin. Je n'arrive pas à croire que je n'en ai parlé à personne auparavant, mais cela s'est passé il y a des années, alors je suppose que cela n'a plus d'importance maintenant. J'ai grandi dans une petite ville où tout le monde se connaissait. J'avais donc une totale liberté d'action. J'avais l'habitude de jouer dans les bois derrière la maison pendant des heures chaque jour en été. Mais en grandissant, là, ma petite communauté a commencé à m'étouffer et j'en ai eu assez de passer du temps avec mes parents et leurs amis. Je voulais sortir et voir le monde. Mais juste avant ma dernière année de lycée et quelques semaines après mon 18e anniversaire, j'ai reçu une lettre d'acceptation d'une grande école. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais excité. À la fin de l'été, j'irai enfin dans une bonne université, dans une ville décente, loin de ma petite ville. J'ai commencé à compter les jours presque immédiatement après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Et j'espérais passer tout l'été à dormir et à jouer à des jeux vidéo pour faire passer le temps plus vite. Malheureusement, mes parents avaient d'autres idées. Ils voulaient que nous passions du temps en famille. Ma tante, mon oncle et mon jeune cousin allaient venir nous rendre visite pendant un mois entier. Mon oncle et ma tante allaient occuper notre chambre d'amis, ce qui signifiait que je devais partager ma chambre avec mon cousin. Non seulement j'étais coincé à la maison jusqu'à l'automne, mais en plus je devais partager ma chambre avec un enfant de première année. Mais la situation s'est encore aggravée. Mon oncle et ma tante voulaient passer tout leur temps avec mes parents, mais j'ai trouvé un système astucieux. Je l'emmenais dans les bois ou à la piscine et je le laissais faire des folies pendant que je lisais des bandes dessinées. Il était occupé et heureux. J'étais occupée et au moins pas complètement malheureuse. Mais j'étais toujours très en colère, surtout contre mon oncle et ma tante qui m'avaient redonné leur bébé et à mes parents d'avoir accepté. Mais je ne pouvais pas me défouler sur eux. Alors j'ai fait quelque chose. Eh bien, quelque chose qui n'est pas du tout dans mes habitudes. Je me suis défoulé sur Henry. Écoute, ce n'est pas comme si je l'avais blessé ou quoi que ce soit. Même si j'étais aussi énervé, je ne ferais jamais ça. J'ai juste, et bien, je l'ai un peu effrayé. Nous avons une légende locale à propos d'un monstre effrayant qui vit dans la forêt. Les détails sont un peu vagues parce qu'ils changent en fonction de la personne à qui l'on s'adresse. Mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il a des yeux rouges et des ailes de chauve-souris, une tête de cheval et des jambes de chèvre, et d'une queue comme celle d'un diable de dessin animé. J'ai commencé à raconter toutes sortes de histoires à Henry. Il s'accrochait à chaque mot. C'était tellement fascinant pour lui. Il m'a supplié de lui en raconter d'autres. Ce n'est sans doute pas la meilleure chose à faire pour un élève de première année, mais je lui ai parlé d'abattage de bétail, de bruits mystérieux et de silhouettes effrayantes dans l'obscurité. Certaines de ces histoires, je les avais entendues, enfant, de la bouche d'amis et de voisins. Tout le monde dans le voisinage a un cousin dont la grand-tante a vu quelque chose. D'autres ont été inventés de toutes pièces. Quoi qu'il en soit, Henry était ravi.
Nous avons commencé à nous amuser tous les deux. En fait, j'aimais regarder son visage lorsque je jouais les détails effrayants qui me venaient littéralement à l'esprit. Il a donc commencé à jouer à Monster Hunter, des jeux imaginaires où il faisait semblant de chercher des traces de monstres dans les bois. Mais bien sûr, tout cela se passe pendant la journée. Vous savez comment sont les enfants, ils sont courageux quand le soleil brille, mais quand vient l'heure d'aller au lit, ils ont peur de leurs propres ombres. Un soir, avant le dîner, mon oncle est venu me voir, l'air très en colère. Il m'a dit que Henry pleurait et que c'était de ma faute. Apparemment, Henry avait laissé son chien en peluche dans le bois où il avait joué la veille. Il savait exactement où il se trouvait. Son oncle lui a donc dit de courir la chercher avant la nuit, mais Henry n'y est pas allé. Il avait trop peur parce qu'il pensait que le monstre allait l'attraper. Si l'apparence pouvait tuer, je serais mort pour 4 chefs d'accusation. Les parents de Henry m'en voulaient d'avoir fait pleurer leur bébé. Et mes parents m'en voulaient de malmener mon petit cousin. Et franchement, Henry, les pleurs m'ont atteint. J'ai traversé la cour jusqu'aux arbres et je n'ai pas eu de mal à trouver ce stupide chien. Je l'ai trouvé après 5 minutes de marche, assise dans un nid de feuilles qu'Henry avait construit pour elle. À ce moment-là, il était difficile de voir quoi que ce soit parce que le soleil se couchait et que tout était brumeux, mais je connaissais les bois comme ma poche et je n'étais pas assez stupide pour m'y aventurer dans l'obscurité. Dans les bois du New Jersey, il y a toutes sortes d'arbustes à faible croissance et d'autres choses qui existent pour cacher les trous et mettre en place des semelles. J'ai décidé que j'avais déjà assez de problèmes pour revenir avec une entorse à la cheville. J'ai donc fait demi-tour et je suis revenu à pied avec le stupide chien d'Henry sous le bras. Quand j'ai entendu les cris, j'ai pensé que quelqu'un avait des ennuis et je me suis retourné pour vérifier. Je savais qu'il y avait une petite clairière à une douzaine de mètres au nord-ouest de la maison de mes parents qui descendait dans une mini-vallée. L'été, des randonneurs traversent les bois et campent parfois dans cette clairière. D'après l'écho du son, j'ai pensé que le cri venait de là. J'ai regardé derrière un arbre au bord de la clairière. Il y avait quelqu'un, ou du moins quelque chose. Il se tenait dos à moi, mais les ailes de chauve-souris et la tête de cheval ne trompaient pas. C'était bien cela. Le monstre de mes histoires de fiction se tenait là, à l'autre bout de la clairière. Mon cœur battait si fort que j'avais peur de le faire entendre au monstre. Peut-être que si je ne faisais aucun bruit, il disparaîtrait. Je pourrais alors courir jusqu'à la maison. Tout ce que j'avais à faire, c'était de rester silencieux. Très, très silencieusement. Ensuite, je pourrais me retirer sortir de là, donner à Henry son stupide animal une peluche et faire comme si rien ne s'était passé. Mais alors que j'essayais de prendre une grande inspiration pour que ma respiration ne soit pas bruyante, j'ai accidentellement basculé en arrière, directement sur une branche sèche. Tous les clichés des films d'horreur. Et oui, je me rends compte maintenant qu'il y a une raison à cela, parce que cela arrive, mais quand la branche a craqué, cette chose dans la clairière m'a entendu, je l'ai vu se retourner, j'ai vu ses yeux rouges et j'ai couru. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie, les arbres se sont littéralement brouillés autour de moi et je sais que c'est un pur miracle que je n'ai pas trébuché et ne sois pas tombé sur la tête. Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il me suivait vraiment ou non. Je ne me suis pas soucié du fait que la porte arrière de la cuisine n'était pas fermée à clé. Je l'aurais probablement défoncé parce que je l'ai heurté en courant. Tout le monde était dans la salle à manger, en train de manger et de parler. Je voulais y courir et commencer à crier à mes parents, légalement ou non. Je voulais qu'ils me disent que tout allait bien, mais je ne l'ai pas fait. Compte tenu de ce que je disais à Henry depuis le début, admettre que j'avais rencontré le monstre aurait donné l'impression que j'essayais encore de l'effrayer. J'ai fini par rendre le chien à Henry et mes parents m'ont demandé si j'avais retenu la leçon. J'ai répondu par un oui catégorique et ils ont été satisfaits. Je ne leur ai jamais parlé de ce que j'avais vu et je n'ai plus jamais raconté d'histoire de monstre à Henry. Pour être honnête, j'ai gardé cette histoire secrète pendant des années.
Même mon conjoint ne le sait pas, mais j'avais besoin d'en parler ouvertement de temps en temps. Les histoires populaires stupides avec lesquelles vous avez grandi ne sont pas toujours vraies. Quiconque a déjà traversé le Dakota du sud au nord sur l'Interstate 90 a probablement remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'aires de repos ouvertes. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que l'État ne peut obliger personne à les nettoyer. Vous avez bien entendu, l'État ne trouve personne pour nettoyer les toilettes des aires de repos, bien qu'il soit prêt à payer très cher quelqu'un pour le faire. En fait, il y a quelques années, après que j'ai quitté mon emploi, ils ont fait de la publicité pendant des mois jusqu'à ce qu'ils décident finalement de fermer toutes les toilettes, sauf 2 au public. Si vous avez fait un tel voyage récemment et que vous avez été pris au dépourvu par l'absence de toilettes disponibles, je suis désolé, c'est ma faute. Je vais maintenant vous raconter ce qui s'est passé. Pendant de nombreuses années, j'ai nettoyé presque religieusement chaque lundi, mercredi et samedi les toilettes de ces arrêts. J'habite tout près de la frontière du Dakota du Nord, mais dans la partie sud de l'État, ce qui m'a permis d'être éligible au contrat pendant toutes les années où j'ai soumissionné. Les jours de semaine, je me levais tôt et parcourais toute la longueur de l'autoroute vers le sud, aller et retour, m'arrêtant à chaque arrêt en cours de route pour nettoyer les toilettes et noter tout ce qui devait être fait pour alerter l'État. Personne ne pense jamais à nous, les nettoyeurs d'arrêts de bus, et c'est évident lorsque je m'arrête à l'un d'eux et que je le trouve complètement saccagé. Les gens ne respectent plus ce qui ne leur appartient pas et un hiver, il y a quelques années, je me suis retrouvé à lutter en silence contre quelqu'un qui voulait faire de mon travail un enfer. Tout a commencé lorsque je suis arrivé au travail et que j'ai trouvé des poubelles renversées et des déchets éparpillés, vieilles couches, produits de féminin usagés et serviettes en papier. C'était insalubre et c'était un désordre indésirable, mais je savais à quoi je m'engageais en acceptant ce poste. Alors je ne me suis pas permis de me plaindre outre mesure. Cependant, au bout de quelques fois, j'ai pris conscience de la situation. Je me suis acheté une chaîne et un cadenas et j'ai attaché la poubelle au mur afin que personne ne puisse la renverser ou en retirer le couvercle sans clé. Les fois suivantes où je suis venu nettoyer, j'ai trouvé que tout fonctionnait comme prévu et le désordre s'est calmé pendant un certain temps, mais j'ai fini par découvrir un spectacle encore plus horrible. Empilé sur le sol de la salle de bain, il y avait 3 carcasses de serres différentes et toutes avaient été découpées là, avec l'intérieur qui pendait. J'ai appelé le shérif pour qu'il vienne voir ce qui se passait, mais il a simplement secoué la tête en disant qu'il ne comprenait pas non plus. En y regardant de plus près, il s'est rendu compte qu'aucun des cerfs n'avait été abattu et qu'ils étaient tous à des stades de décomposition différents, ce qui signifiait qu'ils n'avaient pas été tués en même temps et probablement pas le même jour. Lorsque l'inspecteur est arrivé, il nous a montré plusieurs côtes et vertèbres cassées qui indiquaient que les cerfs avaient été renversés par des voitures dans la matinée, ainsi que des flaques de sang sur la chaussée à 3 endroits différents à proximité. À l'arrêt de bus, tout a été confirmé, mais nous sommes restés perplexes. Qui aurait pu faire une telle chose? Au cours des semaines suivantes, le phénomène s'est répété à plusieurs reprises et le shérif a fini par décider de puiser dans son propre portefeuille et d'installer une caméra pour tenter d'attraper le coupable. Mais lorsque le phénomène s'est reproduit et que nous avons vérifié la caméra, nous n'avons pas pu croire ce que nous avons vu. Une créature blanche, grande et décharnée, avec des bois, était celle qui avait apporté tous ces cerfs morts dans la salle de bain. La créature avait des yeux qui reflétèrent la lumière comme ceux d'un cerf, et elle s'est même arrêtée à un moment donné lorsqu'elle a remarqué la caméra, mais n'a rien fait. Les images ont ensuite été transmises à la police de l'État, qui nous a rapidement dit que ce que nous avions vu était un canular et qu'il ne fallait en parler à personne, surtout pour ne pas ridiculiser l'État. J'ai toujours été un peu bavard, cependant, et quelques nuits plus tard, alors que je faisais la fête dans un casino indien et que je buvais plus que de raison, j'ai raconté ce qui s'était passé. J'ai raconté ce qui se passait au relais routier. Le Lakota qui travaillait à la table de craps m'a regardé et son visage est devenu très sérieux. Il m'a dit que je devais quitter ce travail parce que j'avais affaire à un Wendigo.
Il m'a dit qu'il traînait les cerfs là pour dire aux gens qu'il était en colère contre les camions et les voitures qui ne ralentissaient pas. La prochaine fois, il y traînera les os des gens. J'ai immédiatement appelé la personne chargée de la liaison avec mon État et j'ai quitté mon emploi le lendemain matin. Ils ont publié une annonce pendant un certain temps, mais ont ensuite décidé de fermer les toilettes. Rétrospectivement, je ne sais pas si cette décision a été prise parce qu'ils ne trouvaient personne pour faire le travail ou s'ils essayaient simplement d'empêcher la diffusion de l'information sur ce qui se passait avec cette créature. Tout ce que je peux dire, c'est que si vous traversez l'État en voiture la nuit, soyez vigilants et ne vous arrêtez pas entre deux villes. Quelque chose est là et il vaudrait mieux qu'il ne vous surprenne pas en train d'écraser des chevreuils.